À la une ce soir, la CTM se penche sur les problématiques des foyers d'accueil. Une conférence réunissant tous les acteurs sociaux s'est tenue aujourd'hui au Tropicatrium. Un point de départ pour une série de travaux qui seront lancés pour répondre aux problématiques du secteur. 2 présidents pour commémorer l'abolition de l'esclavage. Cette année, la cérémonie s'est déroulée au Palais du Luxembourg à Paris. François Hollande en a profité pour faire son bilan de son quinquennat pour les Outre-mer. Les infirmiers du centre Maurice d'Épinois, formés pour mieux prendre en charge les patients souffrant des problématiques psychiatriques. Le processus de formation dispensé par un centre labellisé est une première pour la France. Enfin, de grosses averses provoquent de nombreuses inondations en Guadeloupe. Certaines routes sont devenues impraticables. Les fortes pluies devraient toucher la Martinique dès cette nuit. Nous sommes d'ailleurs placés en vigilance jaune. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Nous commençons tout de suite avec cette nouvelle mobilisation au sein du CHU de Fort-de-France. Cette fois-ci, ce sont les agents des cuisines qui sont entrés en grève aujourd'hui. Le mouvement qui a commencé très tôt ce matin a eu de grosses répercussions sur les patients qui n'ont été servis à manger qu'à 15 h cet après-midi. Le personnel réclame plus d'effectifs ainsi que le renouvellement du matériel qui serait devenu aujourd'hui obsolète. Une grève qui se tient en même temps que celle des salariés du dépôt du matériel hospitalier qui se trouve à la zone de la Lézarde au Lamentin. Pour ce mouvement, les grévistes réclament une prime d'insalubrité qui ne leur serait pas versée depuis 8 ans. Voyez les précisions recueillies par Alvin Courcy. Le point de blocage en ce moment, c'est qu'ils sont prêts à payer les 8 mois là, mais sur le salaire du mois de mai qui est dans 15 jours. Nous disons non, ça a trop duré, que c'est un signal fort que l'on envoie à la direction pour ne pas se moquer de nous et que nous demandons que nous respectent et que ça soit fait dans les 48 heures par mandat. Tout est possible à la direction. Quand il faut payer les fournisseurs parce qu'on ne les paye pas, il faut expressément les payer pour que le matériel arrive, on sait le faire tout de suite. Et bien pour d'autres choses aussi. Nous allons maintenir le blocage au niveau de l'entrepôt, puisque c'est d'ici que part tout le matériel concernant les différents hôpitaux. Donc juste en mettant ce blocage en place, nous espérons que l'administration va prendre en compte nos revendications. Alors nous avons vu avec l'administration différents points en ce qui concerne le versement des primes, les dates, le calendrier. Et normalement, ils sont censés revenir vers nous avec des propositions fermes, écrites sur des documents et qui vont nous permettre justement d'apprécier si nous continuons le mouvement ou pas. Et notez que le mouvement de grève sera reconduit demain sur les 2 sites. Les grévistes annoncent que le travail ne reprendra qu'en fonction des avancées des négociations. Toujours dans la santé, mais avec une bonne nouvelle. Cette fois-ci, le centre hospitalier Maurice d'Épinois a organisé une formation inédite pour ses infirmiers. 2 ans et demi d'apprentissage de toutes les spécificités psychiatriques. Le programme labellisé par la FFP, un centre de formation professionnelle, devrait permettre au personnel soignant justement de mieux prendre en charge les patients dans leur établissement. Voyez les précisions d'Alvin Courcy. Vous êtes toujours dans la même interrogation ? Eh bien, un petit peu, et je me demande si je dois continuer à aller en commission. À ce point ? Oui. Ce matin, Jean-Pierre a rendez-vous avec Dalida, une patiente atteinte de troubles de paranoïa. Lors de cet entretien, Jean-Pierre tente de lui redonner confiance en elle pour une guérison plus rapide. Nous sommes appelés à beaucoup écouter, beaucoup essayer de comprendre et à partir de là, essayer de trouver les meilleurs outils qu'on puisse utiliser pour que le patient quitte la situation un peu pathogène pour avancer vers un chemin un peu plus lumineux, on va dire. Ce dialogue est essentiel pour Dalida, qui se sent de mieux en mieux. Une fois que j'ai vécu les entretiens, je sors toujours presque nouvelle sur la situation en question pour laquelle on a eu l'entretien, sur voilà. Et je me sens toujours dans un autre état d'esprit et prête à essayer de mettre en place les conseils qu'ils m'ont donnés. Être au plus proche du patient pour mieux le soigner et travailler en étroite collaboration avec les psychiatres, c'est l'objectif de la nouvelle formation proposée par le centre hospitalier Maurice d'Épinois
en partenariat avec le GRIEPS. C'est le seul centre en Martinique et en France à proposer ce cursus qui permet aux infirmières et aux infirmiers de se spécialiser en psychiatrie. C'est un cursus de 2 ans et demi qui leur permet vraiment d'avoir une connaissance en termes de prise en charge psychiatrique, une technicité dans certains actes aussi, qu'il s'agisse des entretiens infirmiers, de l'infirmier référent, d'éducation thérapeutique à la santé ou de psychothérapie dans les troubles délirants, et qui leur donne finalement une palette d'actions et d'interventions tout à fait qualitatives pour la prise en charge de nos patients. Pour pouvoir en bénéficier, il suffit aux postulants d'être titulaire du diplôme d'infirmier. Après avoir suivi des cours virtuels sur Internet et physiques grâce à un professeur, les candidats sont jugés sur un contrôle continu et se voient remettre un diplôme reconnu par le Centre de la formation professionnelle. Une fierté pour Jean-Pierre et ses 9 autres confrères qui font désormais partie de l'élite des infirmiers spécialisés dans leur domaine. Bon, c'est une satisfaction personnelle, mais elle est de moindre importance comparée au fait de savoir qu'on pratique un métier qui est quand même passionnant et on a la chance d'être en relation avec des patients. On a la chance de pouvoir prodiguer des soins importants, d'être acteur dans le traitement de maladies psychiques qui sont très compliquées, qui mettent beaucoup de personnes en souffrance, et c'est surtout ça qui est important et valorisant. En attendant de former plus de personnel, le centre Maurice Despinois espère bien dans les années à venir devenir une référence en formation professionnelle psychiatrique afin que Dalida et ses camarades puissent retrouver le plus rapidement possible un bien-être au quotidien. Politique maintenant, avec un retour sur le comité national du PPM qui s'est réuni hier soir au siège du parti. Au cœur des discussions, les stratégies adoptées pour les prochaines législatives et surtout comment rebondir après les démissions en cascade des membres qui ont choisi d'ailleurs de créer leur propre parti, Collectif Convergence. La réunion s'est tenue à huis clos, mais Jean-Claude Duverger a présenté le nouveau positionnement du parti face à la caméra d'Alizé Lutran et de Guy Raphaël René. Nous allons nous présenter en notre qualité de parti progressiste martiniquais, un parti qui s'est toujours battu et qui se bat pour l'autonomie. Donc dans la réalité, il fallait qu'il y ait une décision du comité national pour que ça ne soit pas une décision de tel ou tel membre. Mais je crois que c'était clair que les membres du parti, les membres du comité national, à l'unanimité, ont voté pour qu'on reste parti progressiste martiniquais et qu'on se présente en tant que tel. Peu importe ce que l'on peut soutenir après les élections, mais en fait, nous n'allons pas abandonner notre bannière uniquement pour faire partie d'une majorité. Nous avons acté qu'il y a 3 membres du Parti progressiste martiniquais qui ont une autre philosophie, qui voient autrement suite à la victoire. Au contraire, on ne peut que leur souhaiter bonne chance dans le combat politique qu'ils vont mener, mais nous avons simplement acté cette démission dans un premier temps, puisque nous n'avons pas, nous ne pouvons pas empêcher que des gens aient une philosophie, une autre manière de voir. Et puis, je crois que s'ils ont raison, comme diraient d'autres, l'histoire m'acquittera ou les acquittera. Et il n'y a pas que les membres du PPM qui doivent absolument se positionner rapidement avant les prochaines législatives. Avec le nouveau président, émerge un parti qui pourrait avoir le vent en poupe pour les prochaines échéances. Plusieurs candidats ultramarins se bousculent pour être investis par le mouvement La République En Marche d'Emmanuel Macron. Une commission arbitrera les demandes, mais pour l'heure, aucun nom ne filtre puisqu'il ne devrait être révélé que demain. Voyez les précisions du coordinateur outre-mer du mouvement qui s'exprime face à la caméra d'Éric Dupuis et de Solène Boissé. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est prévenir les gens que nous n'avons pas retenus parce qu'il y a des critères, etc. Et seulement là, on va libérer les noms des personnes qui nous ont semblé les plus en phase avec ce que nous sommes, notre philosophie, notre projet. Mais vous savez, choisir, c'est terrible. Choisir, c'est exclure, c'est terrible. Donc il faut d'abord faire ce travail, et c'est la raison pour laquelle on ne livre pas de nom avant que ce travail soit normalement fait. Enfin, c'est juste un peu de savoir-vivre. Nous serons présents dans toutes les circonscriptions, ça c'est clair, le président de la République l'a annoncé, donc ça c'est certain. Et puis après, le lendemain des élections législatives, logiquement les convergences philosophiques s'opéreront, puis nous verrons un peu le solde de cette assemblée, et on travaillera avec les élus du peuple. Ce sont les élus du peuple, ce ne sont pas les nôtres.
Et nous restons dans l'Hexagone avec la 12e journée de commémoration de l'abolition de l'esclavage qui a été célébrée aujourd'hui. Une cérémonie en présence de François Hollande et Emmanuel Macron s'est tenue au Palais du Luxembourg à l'Élysée. Le président sortant a prononcé un discours tourné vers l'avenir pour son successeur tout en énumérant les actions menées durant son quinquennat. Éric Dupuis a assisté à ce moment solennel. Regardez. C'est sûrement la journée de commémoration de l'abolition de l'esclavage la plus politique. François Hollande, qui n'a jamais manqué le rendez-vous durant son quinquennat, a tenu le dernier discours officiel de sa mandature. Un discours aux allures de testament. Cette dernière cérémonie, soit pour consacrer une promesse que j'avais faite à tous ceux qui voulaient cette fondation, eh bien oui, aujourd'hui, je suis fier qu'il puisse y avoir cette fondation. Une fondation dédiée à la mémoire de l'esclavage dont le chantier devra être repris par le président élu. Et ceux qui se sont battus pour cette fondation comptent bien faire en sorte qu'elle voie le jour. Ce sont des choses qui vont suivre leur cours. Je crois qu'il y a une vraie volonté. Je n'ai pas d'inquiétude particulière. Et si il s'avérait que l'inquiétude soit justifiée, cela s'entendra. Une cérémonie particulièrement applaudie, notamment lors de l'allocution de François Hollande, mais une cérémonie qui reste très sélective. À l'extérieur, ils sont nombreux à être déçus de ne pas pouvoir rentrer. Pour entrer, il faut une invitation et je ne le savais pas. Je suis vénère parce qu'il faut une invitation. Sur Internet, il n'y avait pas d'information. Je suis frustrée. Dans le public trié sur le volet, donc, ce sont essentiellement des associations ultramarines et des artistes. Et tous attendent d'Emmanuel Macron une certaine continuité. Il y aura aussi d'autres dîmers sous sa présidence. Donc c'est bien qu'il soit déjà là pour prendre les tonalités et savoir qu'est-ce qui se fait ici. C'est important que le témoin puisse être passé, et notamment sur ce sujet-là qui est important pour l'ensemble des Outre-mer. En 2018, c'est bien le nouveau président qui pourrait inaugurer la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, dont le siège est prévu à l'hôtel de la Marine, place de la Concorde à Paris, à l'endroit même où Victor Schœlcher a signé l'abolition en 1848. Attention, la Martinique est placée depuis cet après-midi 17h en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. Dès cette nuit, des averses soutenues sont attendues avec des cumuls possibles de 100 mm en 12 heures. Une situation que connaît déjà la Guadeloupe. De nombreuses communes sont inondées et certaines routes sont devenues impraticables. Voyez ce reportage de Nathalie Dinan, Patrick Curie et Moïse Dexter. Il a fallu le concours des amis et des sapeurs-pompiers pour aider des propriétaires de bœufs surpris par la montée des eaux à aller sauver leurs bêtes de la noyade. On est venu avec des bateaux et on a essayé de les sauver comme on peut. Ils viennent les récupérer, il y en a 3 qui sont noyés sur 5. Là toujours habité pour prendre parce que c'est un terrain marécageux. Et comme il y a un bus là, depuis comme bus là petit, depuis boucher de l'eau là, il a refoulé là. Mais c'est tout dans ces mêmes butins là. La RN2 à Routa était impraticable une grande partie de la journée. Les fortes pluies qui se sont abattues sur l'archipel ont gonflé la ravine qui traverse cette section. Il y a 20 ans ça peut arriver, mais d'habitude c'était tout le temps. Depuis après les nuits, il faut nous y aller là. Situation là pour changer déjà. Il faut grandir, passage là ça. Et puis depuis en embouchure là même parce que niveau là est trop haut, qui veut dire de la plupart, rivière en mer là c'est assez fluide. Certains ont fait preuve d'inconscience et se sont retrouvés submergés par les flots, malgré les avertissements répétés des autorités et des habitants. Mais tout le temps, on va arrêter, on va rester là. Comme il y a une grosse 4x4, si vous avez fait baisser, le choix est bouché, on va habiter là. Non, ça pas normal, ça fait des années. Chaque fois, il y a dit, il va faire, mais quand il a son spectacle pour de l'eau monter, de l'eau, c'est de l'eau ça. Mais c'est là où un peu qui peut-être vie à là, et on va faire. De gros moyens ont été déployés par les routes de Guadeloupe et les sapeurs-pompiers pour dégager les voies et permettre l'écoulement des eaux. Toujours en Guadeloupe où nos élèves du collège Fernand Donatien de Dillon sont en visite actuellement. Un déplacement effectué dans le cadre de la lutte contre la drépanocytose. L'occasion pour nos jeunes de rencontrer d'autres collégiens tout aussi motivés à prendre part au combat contre la maladie. Voyez ce reportage de Linda Kaersi.
En se rendant au Memorial Act, le club des bâtisseurs du collège Fernand Donatien inscrit une nouvelle action à leur engagement caritatif à destination des enfants du monde. Alors le musée il est bien, franchement ça nous apprend beaucoup de choses sur l'esclavage parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Donc ça permet de nous ressourcer, de nous cultiver et pourquoi pas quand on reviendra en Martinique, ressourcer nos camarades. Mieux connaître son histoire pour mieux entrevoir son avenir tout en développant un leadership. La Guadeloupe et la Martinique sont très proches, donc il faut tisser des liens quand même entre la Guadeloupe et la Martinique. Donc je vais pouvoir partager mes connaissances avec mes camarades, ma famille. Le MACT, un lieu d'histoire mais aussi de rencontres interclubs autour d'une même lutte, la lutte des maladies qui touchent les enfants, plus particulièrement les drépanocytaires. Plus de 4000 enfants naissent drépanocytaires dans le monde. Donc voilà, donc cette année on a pris cela comme cheval de bataille et on s'est dit pourquoi pas partager cela avec un club des bâtisseurs de Guadeloupe. C'est une cause commune parce que le peuple noir est très affecté par la drépanocytose. Donc en Martinique, ils ont commencé le combat depuis longtemps, en Guadeloupe aussi. Donc il faut mutualiser nos efforts et pour que tous nous essayions de sortir nos enfants de cette situation. De retour en Martinique, le club des bâtisseurs continuera à accomplir ses actions caritatives pour servir les enfants du monde. De retour en Martinique où l'enfance, la jeunesse et la famille ont été au cœur d'une conférence qui s'est tenue aujourd'hui au Tropicatrium. Une réunion organisée par la CTM qui a regroupé tous les acteurs du secteur social. Il s'agit d'un point de départ pour lancer des travaux de réflexion dans des domaines qui sont en souffrance depuis de nombreuses années. Voyez ce reportage d'Alizé Lutran et de Michelet François. Violence conjugale, parents isolés, décrochage scolaire, des situations fréquentes chez nous. Ce sociologue étudie nos comportements depuis 25 ans. Selon lui, notre insularité et l'immigration créent une société à deux vitesses. Il y a à la fois une jeunesse qui réussit brillamment. Par exemple, on a de plus en plus de jeunes qui réussissent au concours des grandes écoles, qui d'ailleurs sont tellement diplômés qu'ils ne peuvent pas exercer à la Martinique. Et puis de notre côté, on a une jeunesse qui est en difficulté, qui vit un certain mal-être et qui évidemment est tentée par un certain nombre de choses. C'est à la fois la toxicomanie, l'alcool, parfois même aussi la haine de la culture et de l'école. Une réalité qui se traduirait au quotidien, toujours par la même réponse. C'est la violence. Cette violence qui est une violence, comme disait Fanon, circulaire, c'est-à-dire qu'elle est retournée contre soi, mais ça c'est le mal-être qui fait cela. On ne peut pas, par exemple, donner un coup de couteau à quelqu'un pour un regard. Ça n'est pas admissible. Face à cette urgence sociétale, la CTM veut repenser ces piliers que sont l'enfance, la jeunesse et la famille. Un chantier pharaonique pour la collectivité qui compte bien solliciter l'aide de l'État. Nous sommes dans une situation particulière. Aujourd'hui, il y a un État et il faut que cet État remplisse ses obligations. Bon, quand on donne 3 milliards 600 millions à la Bretagne, et on a de quoi s'interroger parce que dans le domaine de l'action que nous devons mener, ne serait-ce que pour mettre en place un nouveau modèle économique, pour limiter le départ massif des jeunes, 4 000 départs par an sur une population de 400 000 habitants, eh bien il faut un certain nombre de moyens pour permettre en fait que nous puissions réussir la mutation et le développement que nous souhaitons. Parmi les sujets les plus préoccupants, les jeunes en rupture familiale. 1200 enfants martiniquais sont aujourd'hui placés en famille d'accueil ou en foyer. Des chiffres qui ne cessent d'augmenter. Pourtant, cette procédure douloureuse pour les enfants et leurs familles s'avère souvent inadaptée. Il y a des jeunes qui ne devraient pas se trouver dans ces institutions. Parce que ce ne sont pas des institutions qui correspondent à leur profil, à leur pathologie. Donc nous sommes en train de recevoir, par exemple, dans les maisons d'éducation des jeunes enfants, nous sommes en train de recevoir des jeunes qui devraient être ailleurs, dans des institutions spécialisées qui pourraient véritablement les aider. Il y a un manque de structures qui correspondent à tel ou tel profil. Ça, c'est un élément important et nous sommes en train de nous battre depuis une année pour faire en sorte que les choses avancent à ce niveau. Dernier cas en date, celui de Michel, 11 ans. En janvier dernier, elle est placée en foyer suite à des suspicions d'agression sexuelle au sein de sa famille. Peu de temps après son entrée dans la structure, la fillette se dit victime de maltraitance, ne va plus à l'école et fugue. C'est une situation où on a une jeune fille qui est très mal dans le foyer où elle est. Elle a été frappée à l'intérieur du foyer. Elle a d'ailleurs déposé plainte pour les coups qui lui ont été portés. Nous estimons que dans ces conditions,
Il n'y a aucun élément qui justifie qu'elle demeure dans ce foyer, alors que sa mère est là, elle est seule à l'attendre, et par conséquent, elle s'est organisée pour qu'elle soit seule avec elle à l'attendre, et donc il n'y a plus aucune raison pour que cet enfant reste au foyer. Le dossier de Michel est repassé devant le tribunal jeudi dernier. Le parquet est revenu sur sa décision de placer l'enfant. Michel devrait donc prochainement regagner le domicile de sa mère. Le parquet, notamment à cette audience, a indiqué que la mesure de placement ne se justifiait plus, alors que c'est ce même parquet qui avait demandé le placement. C'est pour ça que nous sommes très surpris par la décision de la Cour, la mère surtout, bien évidemment, qui la conteste et qui vraisemblablement fera un recours contre cette décision parce qu'elle estime qu'elle est tout à fait injustifiée. Le cas de Michel ne serait pas isolé. Récemment, une autre mère de famille avait alerté sur la fugue de sa fille alors placée en foyer. Elle avait mis en cause l'absence d'encadrement dans la structure. C'est dire s'il est nécessaire de remettre à plat le fonctionnement de ces établissements. Restez avec nous à suivre dans un instant. Arnold, le jeune Martiniquais qui a participé à l'émission The Voice diffusée sur notre antenne, sera sur notre plateau. L'artiste éliminé samedi nous parlera de ses nouveaux projets. Dans notre JT des communes, nous irons à Bellefontaine où un forum pour l'emploi est organisé aujourd'hui. Une occasion de montrer que le Nord Caraïbe peut être attractif pour les jeunes. Et puis Hubert Bornil nous emmènera à Sainte-Luce à la découverte d'une nouvelle enseigne qui permet de voyager. Le snack propose des faritas mais à la sauce locale. Vous avez certainement suivi ces aventures depuis février dernier sur notre antenne dans l'émission The Voice. Vous avez également certainement été déçus de son éviction samedi dernier, mais ne vous inquiétez pas, il semble parfaitement serein. Arnold est notre invité. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant de commencer, on va revoir un extrait de votre prestation de samedi soir, juste avant votre éviction. Comme ça, les téléspectateurs vont se mettre un peu dans l'ambiance. On regarde. Le monde à l'envers, si jamais c'était plus beau, les beaux vues j'ai toujours confondu la vie avec des bandes dessinées. J'ai comme des envies de métamorphose. Je sens quelque chose qui m'attire vers le... Je voudrais voir le monde à l'envers. J'aimerais mieux être un oiseau de l'enfant. Alors Arnold, de nombreuses voix se sont élevées sur les réseaux sociaux pour protester contre votre éviction. D'ailleurs, sur le site rtl.fr, un article vous a été consacré en ce sens. Quelle est votre position justement quant à cette éviction ? Ben écoutez, c'est vrai que c'est un petit peu, ça fait un peu mal en fait. Je suis un peu déçu aussi en même temps, mais en même temps très content d'avoir participé à cette aventure. Il est vrai que j'aurais préféré faire au moins un live, histoire de montrer un peu ce que je peux faire en tant que showman. Mais bon, rien n'est perdu parce qu'il y a de bonnes choses qui seront à venir. Pardon. Alors, on parle d'une chanson dont le choix serait trop technique, pas assez d'émotion. Quel est votre recul dessus aujourd'hui ? Je dirais non. C'est vrai que j'ai donné tout mon cœur dans cette chanson. C'est vrai qu'elle est très technique, mais l'émotion y était. Pourquoi ? Parce que cette chanson a été choisie. Donc, en gros, j'ai vraiment pris conscience du texte, etc. et mis vraiment avec mes émotions. Donc, en gros, oui, il y avait de l'émotion. Après, je ne pourrais pas dire plus que ça. Alors, la première fois que nous vous avions reçu sur notre plateau, vous ne pouviez pas trop nous en dire sur cette aventure, puisque toutes les diffusions n'avaient pas encore eu lieu. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe en coulisses, comment sont les jurys, quelle est l'ambiance ? L'ambiance, elle est vraiment géniale. C'est vrai qu'entre candidats, on se parle énormément, on échange énormément. Avec notre coach particulièrement, on a vraiment ce feeling, comme on dit. Il y a eu un vrai feeling avec Florent Pagny ? Franchement, oui. Tout
début, oui, mais c'est vrai qu'en répétition, ce que je ne comprenais pas, c'est qu'ils ne trouvaient pas de défaut à ce que je faisais. Donc c'était un petit peu gênant pour moi. Mais par la suite, avec les échanges avec notamment Mika, ainsi que Matt Pokora, ainsi que Zazie, ça se passait relativement bien. Et notamment les conseils qu'ils donnaient nous ont servi pour la suite. Et est-ce que vous avez gardé des contacts aujourd'hui? J'ai gardé contact avec certaines personnes. C'est vrai qu'avec les artistes, c'est beaucoup plus compliqué puisque ce sont des artistes de renom. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment spécialement le contact direct. Il est plutôt indirect. C'est vrai que sur l'émission, c'était direct. Mais à partir du moment qu'on sort de l'émission, tout change. Et avec les candidats encore en course, par exemple, est-ce que il y en a un que vous soutenez, par exemple? Chabi. Hein. C'est vrai qu'on était l'un contre l'autre, mais on avait cette force à se dire qu'on va se soutenir, quel qu'il en soit l'issue, en fait. Alors, vous avez déjà annoncé avoir de nouveaux projets. Quels sont-ils et où en êtes-vous déjà? Donc, alors, pour les nouveaux projets, notamment monter des shows avec des jeunes Martiniquais, notamment avec la mairie de Fort-de-France, on va réaliser certaines choses. Il y a aussi le casting de The Voice qu'on essaie de mettre en place en Martinique à partir de septembre. Donc, on va rester à l'écoute et rester en contact sur les réseaux. Et très bientôt, je serai le 21 en prestation. Donc, à regarder un petit peu sur mon Facebook ou sinon mon Twitter ainsi que Instagram où on va diffuser toutes les informations. C'est vrai qu'actuellement, j'aurais bien aimé faire un album, donc qui va bientôt sortir, je l'espère. On est en train de travailler là-dessus. D'accord. Alors, quel univers, l'album? Soul, funk, avec un mélange caribéen. D'accord. Pas de zouk, par contre? Non, pas de zouk. Pas de zouk, pas de créole? Non. Pourquoi? Ah oui, créole, oui. Créole, oui. D'accord. Mais pas de zouk. D'accord. Pourquoi? C'est pas trop votre univers? C'est pas trop mon univers. C'est vrai que j'aime bien écouter Fanny, j'étais extrêmement fan, mais c'est vrai que c'est pas trop mon univers, comme tu le dis. Merci à vous. Merci à vous. D'avoir accepté notre invitation et puis bonne chance dans vos projets. Et à très bientôt. On va vous suivre. Merci beaucoup. Et nous parlons maintenant de la manifestation Jeux des îles qui a commencé chez nous aujourd'hui. La cérémonie d'ouverture a été lancée en fin d'après-midi à Sainte-Luce. Il s'agit d'une première en Martinique pour cet événement qui est organisé depuis 20 ans maintenant. Le rendez-vous sportif qui se tiendra jusqu'à ce dimanche permettra à 500 athlètes venus de plusieurs pays de s'affronter dans 13 disciplines. Je vous propose de voir l'ambiance de cet après-midi avec Anaïs Gall. Pour moi, c'est un enjeu parce que je suis chez moi. Je ne peux pas être chez moi et ne pas donner le meilleur de moi-même. Donc je compte me surpasser, me dépasser vraiment. Personnellement, je vais donner que du meilleur de moi, faire des performances. Et voilà, hein. Je suis là pour gagner en tout cas. C'est la première fois et je suis ravie d'être ici. Nous avons les Açores, qu'on peut applaudir bien fort. Les îles Baléares, Cap-Vert, la Corse, Saint-Martin, la Sicile. J'attends cette compétition de battre mes records, de pouvoir rencontrer des gens, profiter, apprendre de nouvelles cultures et le principal de s'amuser avec ses amis et voilà. Je suis très content, surtout pour représenter la Corse et tout ça. Et c'est le moment de nous rapprocher encore plus de vous. Nous passons à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence à Bellefontaine avec un grand rendez-vous pour l'emploi qui a été organisé par Pôle emploi mais auquel de nombreux chefs d'entreprise ont participé. Environ 100 chômeurs de la côte Caraïbe ont répondu à cet appel. Anaïs Gall était sur place. Regardez. Ce matin, Jordan ne regrette sûrement pas d'avoir fait le déplacement. Après un court entretien avec les membres de cette association, il vient de décrocher une journée de mise à l'essai en tant qu'ouvrier polyvalent. Après cette journée, c'est toi qui décides.
on va décider si on travaille ensemble ou pas. À l'issue de son immersion, si Jordan convient, il pourra démarrer son nouvel emploi. J'ai besoin de me serrer dans la vie active, j'ai besoin de prendre mon indépendance. Et puis que ici, j'ai trouvé une structure qui pourrait m'aider dans mes démarches. Un travail de recrutement spécifique mené en collaboration avec Pôle emploi. Grâce au contrat d'insertion, l'association La Sautet souhaite embaucher une dizaine de jeunes. C'est un dispositif qui leur permet d'avoir un tremplin, notamment pour ceux qui sont en recherche d'emploi depuis de nombreuses années ou même qui ont un projet agricole aussi. Et ça leur permettrait d'avoir une expérience en agriculture. Sur un autre stand, les forces militaires tentent également de séduire les jeunes. Si l'armée recrute toute l'année dans tous les domaines et à tout niveau de diplôme, elle profite de son passage à Bellefontaine pour faire valoir les filières porteuses. Nous recherchons aussi énormément de jeunes possédant une expérience ou un diplôme dans la mécanique, ou des jeunes qui souhaiteraient se réorienter dans le domaine de l'informatique. Donc toute personne qui aurait un bac et qui serait intéressée pour travailler dans l'informatique, les télécommunications, les réseaux, nous allons les former et leur offrir différents contrats dans les armées. Les réseaux télécoms, un domaine qui se développe de plus en plus en Martinique. Ici, le matériel est carrément exposé au public. Pour montrer un peu aux jeunes ce qu'on fait, le matériel qu'on utilise, les différents emplois qu'on propose aussi, pour qu'ils puissent découvrir. Parce que bon, c'est vrai qu'on a remarqué que beaucoup de personnes, les jeunes et les moins jeunes, ne connaissent pas du tout la fibre optique. Donc là, on est là pour vraiment expliquer et montrer ce qu'on fait et que c'est vraiment un métier porteur en Martinique. Une technique qui semble fonctionner. Sébastien s'est laissé convaincre. Je vais donner suite parce que déjà j'ai remarqué que la formation n'est pas trop longue et deuxièmement elle est accompagnée d'une possibilité de travailler par la suite. Donc pour moi qui suis demandeur d'emploi, c'est une belle opportunité pour moi d'aller dans cette direction. Sur place, des entreprises du bassin local, mais également des organismes de formation comme l'IMFPA. Pour Pôle emploi, porteur de l'initiative, l'objectif est de se rapprocher des jeunes de la commune afin de leur faciliter l'accès au travail. Toucher un public effectivement qui ne fréquente peut-être pas Pôle emploi, qui ne connaît pas nos services. Donc ce matin, nous avons mis l'accent sur l'offre d'emploi digitale. Nous leur avons parlé d'Emploi Store, nous leur avons parlé de tous nos services. Donc ici aussi permettre aux centres de formation qui ne sont pas sur le territoire de venir effectivement sur le territoire afin de proposer leur offre de formation. Ce matin, 100 à 150 personnes ont visité le salon itinérant. Prochain arrêt vendredi au Palladium de Sainte-Marie. Direction Sainte-Luce maintenant avec une nouvelle enseigne de restauration créée par un jeune de la commune. Il s'agit d'un projet qui permet de voyager en proposant des spécialités mexicaines, mais avec une spécificité, c'est qu'elles sont à la sauce locale. Hubert Bornil et Loïc Régis ne se sont pas fait prier pour aller la tester. Regarde. C'est l'heure du repas, j'ai cette énorme chance de découvrir la fajitas préparée par notre charmante Élodie. Il n'y a qu'ici à Sainte-Luce qu'on peut trouver ce menu. Le concept est assez original, un snack d'un nouveau genre où le client est accueilli comme dans un restaurant, c'est ça le fast food. On fait donc des fajitas, à base d'une galette de blé. Ici, Élodie prépare une taille moyenne crevette. Voilà, donc elle va y ajouter tout à l'heure les sauces salsa et guacamole, un petit peu de fromage. On va ensuite plier et venir snacker ici sur la plancha. Donc c'est servi chaud. On peut manger au couvert ou à la main directement. L'idée vient de Johan, un lycéen de 36 ans, passionné de cuisine et qui n'a pas eu peur de se retrousser les manches. C'est vrai qu'en Martinique, en restauration rapide, souvent les commerçants proposent toujours la même chose. Donc c'est les panini, les burgers, les sandwichs, pain baguette, etc. Donc on a voulu changer, faire différemment, proposer autre chose. Pour mener à bien la petite affaire, Johan sait qu'il peut compter sur sa compagne, Élodie, c'est d'ailleurs la chef côté fajitas. Les fajitas, ce sont des sandwichs mexicains. Et c'est vrai qu'en Martinique, on a quand même certains restaurants qui en préparent. Mais nous, on l'a revisité. Ce snack, c'est l'aboutissement de longues années d'engagement et un lourd investissement pour la petite équipe, près de 100 000 €.
On se sent un peu seul souvent, démuni dans un monde qu'on ne connaît pas, qu'on découvre, hein, puisque bon, lorsqu'on fait la création, forcément, peu d'expérience dans le domaine. Donc c'est vrai qu'on se retrouve confronté à pas mal de difficultés. Seulement, il faut noter quand même que certains dispositifs sont mis en place, dispositifs d'accompagnement. Mais ce qui marque avant tout, à part la nourriture et les spécialités maison, c'est l'accueil fait à la clientèle. Je travaille sur Sainte-Luce et je suis venu déjeuner la semaine dernière à midi. J'ai trouvé que c'était excellent. Voilà, et je reviens aujourd'hui et c'est parfait. On peut dire qu'on apprécie cette force de notre jeunesse martiniquaise, en tout cas pour le projet, mais il y a une seconde partie qui va suivre. Bientôt, la maison pourra vous ouvrir son bar lunch, tout simplement. Information pratique avant de refermer cette édition pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'un camion de l'EFS sera stationné de 8h30 à 13h30 sur le parking du supermarché Franprix à Sainte-Marie. Et puis, comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zobda Kitman au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. On se retrouve dans un instant avec votre émission Check Pays. À tout de suite.